Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Docteur en psychologie, créateur bien sûr de l'application Zenfi. Alors, en ce jour J-8 avant le premier tour de la présidentielle, on parle beaucoup de vote utile, mais avec vous on va parler de vote psychologique. En quoi la psychologie s'invite-t-elle ou pas dans nos isoloirs? C'est vrai, c'est une vraie question ça, Jean. Est-ce que la psychologie des candidats ou même des électeurs peut jouer dans ces tours d'une élection présidentielle notamment? Alors écoutez, oui, évidemment, Laurence, c'est une très bonne question et la réponse est l'affirmative. La psychologie joue un rôle majeur, à commencer notamment par la psychologie des électeurs, le sentiment de proximité avec les candidats. On voit bien d'ailleurs les 12 prétendants qui font des efforts pour montrer à quel point ils sont proches des Françaises et des Français. Alors ça, c'est, je dirais, un aspect de la psychologie cognitive très rationnel. Et puis, il y a aussi tout ce qui est irrationnel. Typiquement, le physique des candidats aurait de l'importance. Oui, il y a des Américains qui ont observé que si vous voulez être président des USA, il vaut mieux être le plus grand des deux adversaires. Le plus grand Oui, le plus grand. Ah, pas le plus beau, hein, parce que Trump, il n'était pas forcément... Alors, ils ont fait des études sur le physique aussi, figurez-vous. Ils ont analysé, en fait, tout un tas de ce qu'on appelle des éléments comme ça périphériques. Et typiquement, c'est seulement dans 37% des cas que le plus petit des deux l'emporte. Oui. Et ils ont fait la même chose sur les chauves. Figurez-vous que les chauves au Congrès sont moins représentés que de la population générale. Donc oui, manifestement, il y a quand même des éléments, je dirais, inconscients qui rentrent en jeu. Le côté chauve, rassurant, à l'ancienne, voilà. Mais ça peut être aussi le résultat du hasard, non? Parfois, on l'a bien vu, hein, le meilleur candidat peut être le plus petit des deux, puis parfois ça peut être le contraire, c'est pas forcément une science exacte. Alors, vous avez complètement raison, Laurence. C'est toujours la question de comment est-ce qu'on administre la preuve du rapport de cause à effet. Oui. Et là-dessus, il y a des psychologues qui ont fait des recherches très ingénieuses. Et manifestement, ils se sont rendus compte que la première impression que vous fait une personne, ce serait un bon prédicteur de l'intention de vote. Ils ont pris des étudiants qui ne connaissaient pas les personnages politiques qui allaient leur être présentés, alors que c'était des prétendants à des élections sénatoriales américaines. Et puis, ils leur ont montré les visages une fraction de seconde seulement, en leur demandant simplement « Est-ce que la personne vous semble compétente? Est-ce qu'elle vous paraît sérieuse ?» Eh bien, ils se sont rendus compte que les résultats de l'expérimentation matchent complètement avec les résultats du vrai scrutin. Donc oui, manifestement, il se passe des choses à notre insu. Oui, c'est ça. Alors, finalement, on ne se rend pas forcément compte de l'influence du physique, mais ça joue quand même et de façon inconsciente chez nous tous. Voilà, en réalité, c'est un peu ce que l'on peut retirer de tout ça, c'est qu'effectivement, il y a notre réflexion rationnelle, évidemment, et puis à côté de ça, il y a tous ces éléments périphériques qui, finalement, influencent notre cerveau à notre insu. Ils piègent notre cerveau. Il y a même une équipe américaine qui a travaillé sur le nom des candidats. Ils ont pris 42 élections présidentielles depuis 1824 à 1992. Ils ont fait un gros travail. Ils ont décortiqué tous les phonèmes, vous savez, les petites syllabes, et ils ont analysé ça avec tout un panel de candidats, enfin de sujets expérimentaux, pour voir quels étaient les noms les plus confortables à prononcer. Eh bien, figurez-vous que sur tout ce qu'ils ont analysé, sur les 42 élections, 35 étaient prédictibles par rapport aux résultats sur le confort qui consiste à prononcer le nom. Et de façon plus générale encore, quand vous analysez tous ces éléments connexes, vous arrivez à une précision de 27 élections sur 29, comme si finalement, ce qui jouait le résultat était complètement en dehors de notre raisonnement rationnel. Oui, c'est ça. Pour terminer, Jean, parlons de l'abstention. Alors là, pour le coup, c'est la grande inconnue forcément de ce scrutin pour tout le monde. Et puis alors voilà, on dit souvent, tiens, s'il fait beau le week-end prochain, dimanche prochain, les gens vont moins voter. C'est une légende, ça ou Alors là, pour le coup, figurez-vous qu'apparemment, ce serait plutôt une légende, parce que là, ce sont deux chercheurs français, des chercheurs en économie, ils s'intéressent aussi à ce genre de choses, qui ont fait une étude il y a quelques années, et en fait, c'est le contraire de cette espèce de légende urbaine. Manifestement, plus il fait beau,
plus nous avons tendance à aller voter. Ils ont même quantifié ça. Si vous avez 3 degrés de plus par rapport au normal de saison, eh ben vous avez carrément 1 point de participation en plus. Alors que la pluie, c'est le contraire. La pluie aurait un effet un peu dépressif. Oui, pas envie de sortir. Finalement, voilà, ça vous coupe l'énergie, vous n'allez pas voter. Donc effectivement, ça bat un peu en brèche l'idée, comme vous disiez, que s'il fait beau, les gens iront pique-niquer plutôt que d'aller voter. Et on peut peut-être conclure en disant qu'il faut rester citoyen, bien sûr, et quel que soit le temps qu'il fera le 10 avril, évidemment, il faut aller voter. Voilà, c'était le mot de la fin de Jean Dorido. Bon, ce week-end, il fait froid, donc pour le coup, on fait ce qu'on veut. Oui, c'est sûr. Et puis, j'en profite, Jean, pour rappeler votre livre. Il y a de la magie en vous. J'aime beaucoup ce titre et c'est aux éditions Duno. Ça va mieux en le disant. À réécouter, bien sûr, en podcast sur sudradio.fr. Merci, Jean Dorido. Merci, Laurence. À très bientôt.